Traversons la France jusqu'au lac Léman, où une autre famille est intimement liée à un territoire depuis des siècles. C'est en 1655, dans ce décor aussi harmonieux qu'apaisant, que la famille d'Ivoire est devenue propriétaire de ce château spectaculaire à la vue imprenable. Ça fait presque 370 ans que c'est dans la même famille, il y a une continuité familiale. Depuis une dizaine de générations, il y a un ancrage et un attachement au lieu, partagé par tous les membres de la famille. À 2 pas, un jardin exceptionnel. Un superbe écrin qui abrite plus d'essence que la grande majorité des châteaux d'Europe. Ici, on compte 1500 variétés anciennes, mais aussi contemporaines, et même quelques plantes exotiques. Inspiré du style médiéval, ce jardin semble être là depuis des siècles. Et pourtant, il y a quelques décennies, il n'y avait ici qu'un terrain vague. Quand j'étais petit, pour moi, c'était un lieu où je ne mettais quasiment jamais les pieds parce que c'était un jardin en friche. C'était vraiment des herbes folles, tout simplement. Voilà, un champ d'herbes folles presque, avec quelques arbres fruitiers dans lesquels on allait chercher des petites pommes rouges. À la fin des années 1980, Yves et Anne-Monique d'Ivoire ont l'idée de créer un jardin qu'ils pourraient ouvrir au public. Mais pas n'importe quel jardin. On est quand même dans un site médiéval, un village qui a maintenant plus de 700 ans d'histoire et qui a donné clairement le ton et le thème second, à savoir l'aspect médiéval, et se dire qu'on va tisser le motif du jardin avec le médiéval. En 84-86, les plans se sont vraiment échafaudés, dessinés complètement, et les travaux ont démarré en 1986, en septembre 86. Donc, je m'en souviens très très bien. Pour remonter le temps et recréer un morceau de Moyen-Âge, il faudra un chantier colossal de 2 ans. Les jardins du Moyen-Âge n'étaient pas des lieux de détente, mais des lieux pour ainsi dire sacrés. Alors là, on est dans le cloître du Jardin des Cinq Sens, cloître d'inspiration médiévale, donc sur un cloître végétal en haie de charmille. À l'intérieur de ce cloître, on a créé un jardin de plantes médicinales. Donc, on est dans la symbolique du Moyen-Âge avec les 4 carrés, les 4 points cardinaux. Le jardin d'Ivoire se parcourt comme un livre d'histoire. Mais sa belle originalité est de s'adresser à tous nos sens. Ici, le visiteur est invité à explorer la texture des plantes. On invite le visiteur à l'expérience sensorielle qui consiste à aller toucher les végétaux. Ça peut être soit par les feuilles, soit par les fleurs, soit par les tiges. Et on essaie comme ça d'offrir une large palette de plantes aux visiteurs afin d'aller directement en contact avec le végétal. Donc par exemple, on a des choses très vaporeuses et plutôt douces. C'est une plante assez banale qui est le fenouil. On a ici des plantes qui sont très emblématiques, que les enfants aiment beaucoup. Là, par exemple, qui est l'oreille d'ours, qui est une plante très très douce, soyeuse et veloutée. Quant au jardin de la vue, il se veut romantique et apaisant. Un camailleux de bleu rehaussé de notes de blanc et de rose. Mais la surprise la plus inattendue est le retour en enfance que propose le parfum de certaines fleurs. Alors ça, c'est une plante que je trouve extraordinaire. Donc là, on est dans le jardin de l'odorat. Donc justement, il faut exercer le sens de l'odorat. C'est une plante qui s'appelle Berlandiera lyrata, qui appartient à la famille des astéracées. Et cette plante-là, elle est extraordinaire parce que au soleil levant, comme ça, la fleur s'ouvre. Elle a une odeur de chocolat chaud qui est absolument sublime. Moi, j'y passe tous les jours devant et je m'en lasse pas. C'est de l'enfance, c'est de la douceur, c'est le réveil du matin. Et moi, quand j'étais petit, c'était le chocolat chaud du matin. Elle a vraiment une odeur qui est remarquable et c'est une plante qui est encore peu connue et qui mérite de l'être. Au détour d'une allée, la musique de l'eau est une invitation à la rêverie. Au Moyen-Âge, c'était une opportunité pour l'esprit de s'évader sereinement hors de l'enclos. Car si les jardins étaient fermés, c'était prioritairement pour se protéger des dangers qui viennent de la nature sauvage ou des ennemis.
On y protégeait les cultures qui servaient à se nourrir, mais aussi à se guérir ou encore à créer des potions magiques. On est dans un décarré du jardin médicinal. Donc les plantes magiques, et notamment en ce moment, on a encore la chance de voir la mandragore. On voit qu'elle a émis ses petits fruits ici. Et elle a un cycle à l'envers des autres plantes, c'est-à-dire qu'elle fait sa floraison en fin d'hiver et elle ressort après à l'automne suivant. La mandragore, c'est une plante qui a énormément de symboles au Moyen-Âge parce qu'elle rentre dans des rites, notamment dans la sorcellerie. On ne le voit pas là, elle a une racine très pivotante, un peu en forme d'être humain. On disait que c'était une plante maléfique et que si jamais on l'arrachait, elle portait malheur. Cette plante médiévale rare, véritable star de la saga Harry Potter, est très difficile à cultiver. Maintenant, on peut arriver à travers les fruits, on l'a fait l'année dernière, à récolter les graines. Et à partir des graines, on a déjà remis en circuit 7 nouveaux pieds de mandragore et ça nous permet aussi de faire une petite sauvegarde de l'espèce. Parce que la mandragore est une espèce en voie de disparition et donc on a aussi cette mission de participer à la sauvegarde des espèces menacées. Les jardins peuvent être aussi de formidables conservatoires, des lieux de sauvegarde d'espèces pour assurer la biodiversité de demain.